Robert Baratheon gissait mourant dans ses appartements et demandait à Ned de rédiger son testament. Il voulait protéger Joffrey, il voulait empêcher le meurtre de Daenerys, il voulait que son fils devienne meilleur que lui. Les 3 dernières demandes d'un homme qui, toute sa vie, avait fait exactement le contraire. Et maintenant, imaginez, et si ces 3 demandes ne lui avaient pas été nécessaires? Et si le sanglier n'avait pas eu le temps de faire son œuvre? Et si Robert Baratheon était revenu de la forêt vivant, en colère et prêt à entendre la vérité? Le Westeros serait devenu un autre monde, d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Il faut d'abord déterminer sur quoi repose ce point de bifurcation. Que s'est-il passé dans le canyon et pourquoi est-ce précisément ici que nous changeons de direction? Robert part à la chasse après s'être disputé avec Ned à propos de Daenerys. Ned a démissionné, refusant de participer au meurtre d'une jeune femme enceinte. Robert lui a ordonné de rester et l'a menacé de confier le poste à Jaime. Les 2 hommes ont marqué une pause, et pendant qu'ils marquaient cette pause, Cersei a agi. Lancel Lannister, l'écuyer du roi, sur ordre de la reine, servait à Robert pendant la chasse un vin extrêmement fort, bien plus fort que d'habitude. Robert buvait comme à son habitude, sans remarquer la différence. Un sanglier le trouva ivre et lui porta un coup mortel. Comme le dira plus tard Varys, sans le sanglier, il y aurait eu une flash ou un versant dangereux dans cette forêt. Cersei avait besoin qu'il meure précisément pendant la chasse. Il est important de comprendre ici un détail que beaucoup négligent lorsqu'ils parlent du meurtre de Robert. Ce n'était pas un plan élaboré depuis des années. C'était une décision impulsive prise en l'espace de quelques semaines. Cersei avait découvert que Ned était au courant. Ned est venu la voir au palais et lui a dit « Je le dirai à Robert quand il reviendra de la chasse. Tu as le temps de t'enfuir. » Il l'a prévenue. Il lui a donné une chance. Elle ne s'est pas enfuie. Elle a décidé de tuer. C'est là un trait de caractère essentiel de Cersei dans les livres. Elle ne recule jamais lorsqu'elle estime pouvoir gagner, qu'elle peut tenir bon, qu'elle dispose des moyens nécessaires. Elle avait raison au sujet de ses moyens, l'ancel, l'or, le vin fort. Elle ne s'est trompée que sur un seul point, Robert est insatiable et endurant. Un sanglier a trouvé le roi ivre, la blessure s'est avérée mortelle. Le point décisif est simple, l'ancel est un peu moins docile. Soit le bosquet était plus proche, soit le sanglier était plus petit, soit la blessure n'était pas au bon endroit. Et Robert revient vivant à Port-Royal, blessé, en colère, le flanc endolori, mais vivant. Ned l'attend, et Ned a une conversation qu'il repousse depuis plusieurs semaines. Dans le canon, Ned ne pouvait se permettre de dire la vérité à son ami mourant. Il est trop cruel de révéler à quelqu'un une vérité qu'il ne peut plus changer. Mais à Robert, bien vivant, méchant et de retour, Ned dit tout. C'est là que commence une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Imaginez cette scène. Robert, bandé, un peu ivre à cause du lait de pavot qu'il a bu pour soulager sa douleur, est allongé sur son lit dans ses appartements. Ned entre. Il raconte. Comment Robert réagirait-il à une telle nouvelle? Nous connaissons assez bien ce personnage grâce au livre et à la série. Ce n'est pas Tywin qui prendrait le temps de réfléchir et d'évaluer ses options. Ce n'est pas Stannis qui exigerait des preuves documentaires. Robert Baratheon réagirait instantanément, avec violence et dans un vacarme assourdissant. Robert haïssait les Targaryens avec une telle passion qu'il refusait de regarder les enfants qu'on lui amenait pour qu'il les tue en son honneur. Et pourtant, c'est lui qui a prononcé ces mots. « Je ne vois pas des enfants, mais la progéniture du dragon. » C'est un homme capable d'une rage qui annule complètement la raison. Et s'il avait appris que ses 3 enfants avaient été conçus par sa femme avec son propre frère, il ne serait pas resté là à réfléchir, il se serait levé. Cersei sera la première à perdre la tête, cela ne fait pratiquement aucun doute. Mais voilà ce qui est intéressant. Comment exactement? Robert n'est pas, par nature, un bourreau cruel. Il manie l'épée au combat, mais ne donne pas d'ordre au bourreau. Ned aurait tenté d'empêcher cette justice populaire. Elle a droit à un procès, Robert, le procès des 7. Robert lui aurait lancé une coupe à la figure et aurait hurlé qu'il n'y aurait pas de procès, qu'elle avait pris un menteur dans son lit et mis au monde 3 menteurs, et que les Lannister répondraient de tout cela. C'est là qu'intervient le premier rebondissement inattendu.
Robert est hors de lui. Ned tente de l'empêcher de commettre un meurtre sur le champ et c'est à ce moment-là qu'une chose importante est révélée. Cersei savait déjà que Robert avait survécu. Elle disposait de quelques heures. Et contrairement à la version originale, où elle était prête et avait pris les devants, dans cette version, c'est Robert qui a pris l'initiative. Mais Cersei ne s'enfuit pas, elle ne s'enfuit jamais. Elle fait la seule chose qu'elle peut faire, elle emmène les enfants. Pendant que Robert hurle dans ses appartements, Cersei rassemble Joffrey, Myrcella et Tommen. Non pas pour fuir la ville, mais pour rejoindre Lancel. Pour rejoindre les manteaux d'or qu'elle a habitués à obéir à ses ordres au fil des mois. Pour rejoindre la garde de la ville, qui obéit à celui qui paye. Mais c'est là qu'apparaît le premier obstacle inattendu. Dans le canon, Cersei a agi alors que Robert était mort et que Ned était désarmé. Dans notre version, Robert est vivant. Les manteaux d'or savent que le roi est vivant. Leur capitaine, Janos Slynt, homme vénal et prudent, sait calculer. Il comprend qu'une trahison contre un roi vivant n'est pas un simple changement de maître, c'est une condamnation à mort. Une partie des gardes part avec Cersei, ceux qui ont déjà reçu l'argent des Lannister et qui comprennent qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Une autre partie s'arrête aux portes. Slynt hésite. C'est à ce moment précis que Jaime Lannister fait irruption. Dans la série, il a quitté la ville encore plus tôt, après sa bagarre avec Ned près de la taverne. Dans notre version, il part lui aussi, mais un messager le rattrape en chemin. Un messager secret envoyé par Cersei. Robert est au courant, vient immédiatement. Jaime fait demi-tour. Il entre dans le port royal avec un petit détachement. Il trouve Cersei près de la porte est. Les enfants sont à ses côtés. Une partie des manteaux d'or la suit. Une autre partie s'apprête à les intercepter. Dans quelques minutes, un carnage va éclater juste devant les remparts. Jaime fait ce qu'il sait faire de mieux. Il réfléchit vite. Il n'attaque pas. Il pose une seule question à voix haute, suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Voulez-vous tuer les enfants du roi? Pas de l'ancien roi. Pas les enfants illégitimes, simplement les enfants du roi. Car les manteaux d'or ne connaissent pas encore la version officielle. Il y a des rumeurs, mais pas de décision de justice. Slynt ordonne de laisser passer. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, car le coup suivant est joué par une personne que, dans cette version des faits, pratiquement personne ne considère comme un acteur. Bon, à ce stade, voici où nous en sommes. Robert est vivant, Cersei s'est enfuie, Jaime l'a suivi et les enfants sont en route. Ned Stark fait enfin ce qu'il aurait dû faire dans la série originale et qu'il n'a pas fait à cause de la mort du roi. Il place le petit conseil en détention. Ni loyaux, ni utiles, juste inoffensifs. Pitchella, Petit Doigt et les autres. Jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Contrairement au canon, Petit Doigt comprend qu'il n'a pas d'atout dans cette version des faits. Il n'y a pas de roi mort qu'il pourrait transformer en marionnettiste. Le roi est vivant et hurle. Petit Doigt sourit et dit qu'il a toujours été du côté de la vérité. Ned le regarde. Il ne croit pas un seul mot de ce qu'il dit, mais il n'y a pas non plus de raison de l'exécuter. Pour l'instant. Robert, après s'être un peu calmé et avoir bu un peu de vin correct, commence à écouter Ned. Ned dit ce qu'il n'a pas eu le temps de dire dans le canon, qu'il ne faut pas tuer les enfants, que les enfants ne sont coupables de rien, que Joffrey, Myrcella et Tommen ne sont que des enfants. La laideur de leur origine est le péché de Cersei et Jaime, pas le leur. Robert écoute. Il est en colère, mais il écoute. Il est important de comprendre ici quelque chose à propos de cet homme, qui est resté hors champ dans la série. Sur son lit de mort, Robert Baratheon a demandé à Ned d'aider Joffrey à devenir meilleur que lui. Il pensait que c'était son fils. Mais la nature de cette demande révèle autre chose. Robert savait qu'il était un mauvais père. Il savait que ses enfants souffraient à ses côtés. Il n'en a parlé qu'à l'approche de la mort, car ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pouvait se permettre une telle faiblesse. Robert, de son vivant, n'en parle pas, mais il s'en souvient. Et quand Ned lui rappelle les enfants, quelque chose en lui réagit. Il déclare Cersei et Jaime coupables de trahison. Il rappelle Tywin à la capitale pour qu'il s'explique. La première décision est la bonne. La seconde, comme nous le découvrirons plus tard, est une erreur.
Mais avant d'analyser l'erreur de Robert, il faut comprendre qu'un autre événement se produit précisément à cette même période. Pour la première fois depuis des années, Stanis Baratheon rend visite à Robert. Non par choix, sur ordre. Robert lui envoie un messager avec un seul mot, « Viens ». La rencontre de deux frères qui ne savaient pas se parler. L'un s'était toujours senti mal aimé. L'autre n'avait jamais compris à quoi servait l'amour quand il y avait le devoir. Robert expliqua un jour à Ned qu'il n'avait pas de véritable frère, seulement Ned. Stannis le confirma de son côté. Il ne m'aimait pas plus qu'il ne le devait, et moi non plus. Mais Robert, dans cette situation critique, n'est plus le même. Il a besoin de Stannis. Car Tywin n'a toujours pas bougé d'un pouce, tandis que Stannis, c'est la flotte, c'est la pierre du dragon, c'est l'héritier légitime dont Robert vient involontairement de renforcer les droits par son coup d'éclat avec Cersei. Stannis arrive, il serre la main de Robert en silence, il le regarde d'un air impassible. « Tu aurais pu mourir ». Robert esquisse un sourire, le sanglier n'était pas assez gros. Ce n'est pas une rencontre chaleureuse, mais c'est une rencontre, et elle modifie l'équilibre des forces. Tywin Lannister reçoit un messager. Le messager lui transmet deux messages. Le premier, Robert est vivant. Le second, Cersei et Jaime sont en fuite. Tywin reste immobile pendant 1 minute, puis une autre. Il se lève ensuite et dit à Kevan « Les troupes ». Car en l'espace d'1 minute, Tywin Lannister avait tiré les conclusions suivantes. Cersei avait fait échouer le plan. Jaime avait sans doute aidé à s'enfuir. Cela signifiait que Robert savait tout, que ses enfants étaient soit entre ses mains, soit en fuite. Que la maison Lannister se trouvait face à un choix, accepter son anéantissement ou frapper la première. Tywin ne cède pas, jamais. Mais la question principale est la suivante. Où frapper ? À Port-Réal. C'est là que se trouve le trône. C'est là que se trouvent les enfants, s'ils n'ont pas été emmenés. C'est là que se trouve Robert Baratheon, blessé au flanc, avec l'armée que Ned Stark a levée. Dans l'œuvre originale, Tywin pouvait compter sur le fait que Joffrey était sur le trône, ce qui signifiait que les Lannister détenaient formellement le pouvoir légitime. Dans notre version, ce n'est pas le cas. Robert est vivant, ce qui signifie que toute action militaire de Tywin constitue une rébellion ouverte, une révolte, une entreprise qui a perdu toute légitimité. Tywin sait qu'une guerre légitime vaut mieux qu'une guerre illégitime, mais il sait aussi qu'aucune de ces guerres n'a jamais été véritablement légitime. Il a toujours créé la légitimité a posteriori. Il tuait, puis il expliquait. Les reines et les Tarbeck, la prise de Port-Réal, soi-disant pour soutenir le roi fou, les raids menés par Gregor Clegane. Tywin sait donner l'impression d'avoir raison, mais aujourd'hui, son adversaire est Robert Baratheon, bien vivant et plein de ressources, que les soldats aiment comme ils n'ont jamais aimé aucun Lannister. Tywin retire ses troupes. Temporairement, et il réfléchit à une autre stratégie, car il possède quelque chose que Robert n'a pas. Cersei se rend chez lui, les enfants l'accompagnent. Les enfants illégitimes ne sont juridiquement rien, mais Tywin voit plus loin. Myrcella est déjà assez grande pour tenir une promesse. Dorne souhaite exercer une influence sur le trône depuis l'époque de Nuptash. Highgarden aime les alliances avantageuses. Tywin commence à envisager les choses sous un autre angle. Et c'est là qu'apparaît un personnage que pratiquement personne ne prend en compte dans cette version des faits. Car, dans la version officielle, les circonstances l'ont tué avant qu'il ne devienne vraiment dangereux. Joffrey est vivant et en liberté, sous la garde de son grand-père. Joffrey est loin de Port-Réal. Il n'est pas sur le trône. Il n'est pas en danger. Aux côtés de Tywin, qui voit en lui un instrument et non un héritier. Tywin n'a jamais vraiment aimé Cersei. Il s'est servi d'elle. Il n'aime pas Joffrey, bien au contraire. C'est un garçon cruel, imprévisible et, surtout, qui ne ressemble en rien à un Lannister, ni par l'esprit, ni par le sang-froid. Mais Joffrey porte le nom de Baratheon. Un bâtard, certes, mais il faut le prouver. Et à Westeros, on peut prouver n'importe quoi, à condition d'avoir assez d'or. Tywin entame sa stratégie. Pas une stratégie militaire, pas encore. Une stratégie diplomatique. Il envoie Kevan à Port-Réal avec une délégation. Un malentendu, une calomnie, accordez-nous un procès.
Robert s'en rend compte et hurle qu'il n'y aura pas de procès. Ned l'arrête. Un procès, Robert, parce que sans procès, tu passes pour un tyran. Et tu n'es pas un tyran. Robert accepte d'aller au tribunal. C'est sa deuxième erreur. Non, attendez, car c'est à ce moment-là que Stannis Baratheon entre en scène. Stannis est à Dragonstone. Il a déjà envoyé des lettres dans tout le royaume. Il a déjà déclaré illégitimes les enfants de Cersei et exigé la reconnaissance de ses droits à la succession. Dans le canon, ces lettres faisaient de lui un ennemi des Lannister, sans soutien, solitaire et méprisé. Dans notre version, Robert est vivant et les lettres de Stannis viennent légitimer la position du roi. Robert appelle Stannis pour la première fois depuis des années. Et c'est là, enfin, que se produit ce qui ne s'est jamais produit dans le canon, la rencontre entre Robert et Stannis. La conversation entre deux frères qui ne savaient pas se parler. L'un s'est toujours senti mal aimé, l'autre n'a jamais compris à quoi servait l'amour quand il y avait le devoir. Ce n'est pas une rencontre tendre, mais c'est une rencontre, et elle bouleverse l'équilibre. À ce stade, la situation se présente comme suit. Robert se trouve à Port-Réal, aux côtés de Ned et Stannis. Robert dispose d'une armée composée de Barathéens des Terres de l'Orage et de Nordiens, que Ned commence discrètement à rallier au cas où cela s'avérerait nécessaire. Stannis dispose d'une flotte. Ned jouit d'une réputation et d'un honneur qui, en Westeros, pèsent parfois plus lourd que 1000 épées. Les Tyrell ont adopté une position attentiste, ce qui est habituel chez eux. Mas Tyrell ne s'est jamais précipité pour prendre position. Tywin se trouve à Casterly Rock en compagnie de Cersei, Jaime, Joffrey, Myrcella et Tommen. Il dispose de l'armée la plus puissante de Westeros. Mais il n'a aucun fondement légal pour agir. Tant qu'il attend son procès, il a les mains liées. Et c'est là qu'apparaît un acteur dont personne ne parle généralement dans le contexte de cette bifurcation. Rhaenys Baratheon. Dans le canon, Rhaenys s'enfuit de Port-Réal la nuit même où Robert meurt. Elle part avec Loras Tyrell et finit par se proclamer reine, s'appuyant sur l'armée de Haut-Jardin. Dans notre version, où va-t-il? Robert est vivant, les Tyrell y réfléchissent. Rhaenys, qui a toujours su sentir le moment opportun, comprend que tant que Robert est vivant et au pouvoir, son heure n'est pas venue. Se proclamer roi alors que son frère aîné est vivant est impossible, même avec les explications les plus fleuries. Rhaenys reste là. Elle sourit, elle attend. Il est le seul dans cette situation à savoir attendre avec plaisir. Ni avec la rigueur de Tywin, ni avec la patience de Littlefinger. Avec cette insouciance mondaine particulière derrière laquelle se cache un esprit vif. Rhaenys observe comment Robert prend ses décisions, comment Ned l'empêche de prendre les pires, comment Stannis se tait et serre les dents. Et Rhaenys se dit que, si les circonstances s'y prêtent, les trois frères s'écarteront d'eux-mêmes de son chemin. Ce n'est pas un plan, c'est un style. Et cet équilibre précaire tient jusqu'au jour du jugement. Tywin joue la montre. Négociation. Messager. Conditions. Robert est furieux. Ned le calme. Stannis se tait et attend. Quelques semaines plus tard, Tywin fait un coup de théâtre. Il propose de livrer Cersei et Jaime pour qu'ils soient jugés. À une condition, que les enfants restent en vie, tous les trois. Robert grogne. Ned demande à ce qu'on lui répète, car il n'en croit pas ses oreilles. Stannis regarde son frère d'un air impassible. C'est alors que Robert comprend quelque chose dont Ned lui parlait depuis le premier jour. S'il tue les enfants, un tiers du Westeros le surnommera le tueur d'enfants, au même titre qu'Aerys le sanglant. A-t-il vaincu un tyran pour devenir lui-même un tyran? C'est lui-même qui a ordonné l'assassinat des enfants de Rhaegar. C'est pour cette raison que Ned a quitté Port-Réal à l'époque. C'est une blessure qui n'a jamais cicatrisé. Il accepte les conditions. Le procès de Cersei et Jaime. Sans doute le procès le plus retentissant de l'histoire de Westeros. Plus retentissant encore que celui de Tyrion dans le 3e tome. Cersei fait preuve d'une dignité glaciale. Elle reconnaît sa relation avec Jaime, elle la qualifie d'amour et non de crime. Elle affirme que les enfants sont nés de l'amour, même s'il est interdit. Une partie de l'Assemblée écoute cela avec dégoût. Une autre partie, en particulier les femmes, écoute avec un sentiment différent. Personne ne le dira à voix haute. Jaime reste silencieux pendant presque toute la séance.
Puis il prononce une seule phrase. Il dit qu'il a tué le roi fou pour sauver 1 demi-million de personnes et qu'il a reçu pour cela le surnom de régicide, qu'il aimait sa sœur et qu'il en paie le prix par la mort, que les lois de Westeros sont, semble-t-il, clémentes envers les meurtriers et cruelles envers les amoureux. La salle est silencieuse. Robert les condamne à l'exil, pas à mort, à l'exil hors des 7 royaumes, pour toujours. Ce n'était pas ce que Stannis voulait, ce n'était pas ce que Tywin voulait, ce n'était ce que personne ne voulait. Mais c'est la décision de Robert, la première véritable décision royale en 15 ans de règne qu'il ait prise lui-même, sans ses conseillers, sans que Ned ne lui souffle quoi que ce soit. Et cette décision nous apprend quelque chose d'important pour comprendre quel genre de roi il aurait pu devenir si le sanglier n'avait pas agi à temps. Arrêtons-nous maintenant sur un point qui passe généralement inaperçu dans toutes les hypothèses concernant Robert. Autre. Les marcheurs blancs avancent. Ils avancent, quelle que soit la version de l'histoire. Derrière le mur, les événements suivent leur cours, quel que soit le sort réservé à un roi du Sud. Ce n'est pas un simple rebondissement, c'est la principale menace qui pèse sur le monde entier. Dans le canon, la garde de nuit envoyait des messagers. Jon recevait les lettres de Mormont. Cersei les ignorait. Tout le monde les ignorait, car chacun était occupé par sa propre guerre. Dans notre version, Ned a l'oreille de Robert. Contrairement à la plupart des gens, Ned croit aux autres. Robert est, par nature, un homme de combat. La menace venue du Nord lui est plus familière que les intrigues diplomatiques. Ned inscrit cette discussion à l'ordre du jour. Robert écoute. Avec scepticisme, à voix haute, un verre à la main, mais il écoute. Il envoie des Rangers en mission de reconnaissance. Une mission officielle menée par l'État et non l'expédition privée de Benjen Stark dont personne n'a fait part au roi. Dans le canon, la garde de nuit se morfondait lentement. Pas à cause des autres, à cause de l'indifférence. Sous Cersei, la garde ne faisait pas de rapport, car Cersei n'écoutait pas. Sous Joffrey, car Joffrey ne s'intéressait à rien au nord de son propre plaisir. Ned comprenait la menace, mais sans Robert vivant, ses paroles ne menaient à rien. Dans notre version, Robert est vivant, et quand Ned lui parle d'une mission de reconnaissance au-delà du mur, Robert ne rit pas. Il répond « D'accord, envoyons quelqu'un », car Robert comprend les menaces qu'il peut toucher du doigt. Une armée de morts qui marche sur toi, c'est une menace tangible, c'est un ennemi, et Robert sait reconnaître les ennemis. Cela ne résout pas le problème des autres, mais cela modifie la rapidité de réaction. Lorsque la menace devient évidente, il existe déjà une structure, des canaux de communication et une certaine préparation. Dans le canon, cela n'existait pas du tout. Tywin Lannister a accepté les conditions du jugement. Cersei et Jaime ont été bannis. Les enfants sont en vie. Mais Tywin Lannister n'acceptait jamais la défaite. Il transformait ses échecs en atouts. Joffrey est entre ses mains, un bâtard officiellement. Mais Tywin le regarde et y voit autre chose. Il regarde Myrcella et y voit une jeune fille qu'il peut marier, à un Dornien, à un Tyrell, à n'importe qui, pourvu que cela donne à Tywin un pied à l'étranger pour son prochain coup. Tommen ne l'intéresse pratiquement pas. Tommen est trop indulgent. Tywin ne sait pas s'y prendre avec les gens trop indulgents. Robert sait que Tywin prépare quelque chose. Il ne sait pas exactement quoi. Robert n'a jamais su attendre face à une menace silencieuse. Il savait frapper vite et fort. Ned lui dit « Tywin attend que tu meurs de vieillesse ou d'alcoolisme. Le trône se retrouvera alors sans maître en qui tu aies confiance, et les Lannister reviendront. » Robert réfléchit. Cela ne lui ressemble pas vraiment, mais il réfléchit. Ça veut dire qu'il me faut un héritier. C'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Robert a besoin d'un héritier légitime. Ses 3 enfants précédents sont tous illégitimes. Stannis, qui est le prochain dans l'ordre de succession, est bien vivant. Mais Robert ne supporte pas l'idée que Stannis lui succède. Non pas parce qu'il ne le respecte pas, mais parce que sous le règne de Stannis, le trône serait ennuyeux, terne et injustement juste. Robert veut son fils, son vrai fils. Ned propose de se marier avec Margaery Tyrell.
C'est une bonne alliance. Les Tyrell sont riches et influents et s'associer à eux empêche Tywin de racheter au jardin. Stannis s'y oppose. Il estime qu'il faut attendre pour l'héritier et s'assurer d'abord que les Lannister ne profiteront pas de cette accalmie. Robert fait un geste de la main. « Tu es devenu encore plus ennuyeux, Stannis. C'était impossible. » Marguerite Tyrell arrive dans la capitale. Elle aperçoit Robert et ne se laisse pas intimider. Elle sait s'y prendre avec les gens qui ont plus d'influence qu'elle. On lui a appris cela dès son enfance. Elle ne fait pas semblant d'être amoureuse. Elle se contente de ne pas montrer qu'elle ne l'est pas. Cela s'avère suffisant. Robert, qui a vécu pendant 15 ans aux côtés de Cersei qui le détestait, est incapable de reconnaître le piège dans lequel on ne le déteste pas. Cela lui semble presque être un bonheur. Renny, qui observait les événements depuis le début et évaluait la situation, comprend que sa sœur et Margaery sont parties rejoindre Robert. C'est sa seule carte. Les Tyrell sont désormais du côté de Robert. Sans les Tyrell, Renly n'est plus qu'un beau jeune seigneur des terres de l'orage, doté d'un beau sourire. Il part pour le Cap Tempête et commence à réfléchir à ses propres projets. Dans notre version, Renly a le temps, et c'est là un problème que personne ne voit encore. La guerre des 5 rois ne commence pas. Il est important de le comprendre. Sans la mort de Robert, Cersei n'aurait pas pris le pouvoir. Sans cette prise de pouvoir, Ned n'aurait pas été exécuté. Sans l'exécution de Ned, Robb ne se serait pas proclamé roi du Nord. Sans cette proclamation, il n'y aurait pas eu de rébellion ouverte. La guerre des 5 rois, malgré toute sa cruauté et son ampleur, a été déclenchée par un seul élément déclencheur. Un jeune garçon faible sur le trône et une mère malveillante à ses côtés. Ça n'existe pas. Mais il n'y a pas de guerre dans les 7 royaumes. Pas de guerre. Il y a une crise lente et inexorable. Tywin, privé d'un accès direct au trône, commence à agir par le biais des banques, par le biais des dettes. Sous Robert et Ned, la couronne aurait dû cesser de dépenser. Mais Robert n'a pas cessé. Il s'est simplement mis à dépenser avec un peu moins de panache. La banque de fer de Braavos se met en mouvement. Baelish, que Ned maintient aux détentions pendant les premiers mois avant de le libérer sur les conseils de Stannis, nous devons savoir ce qu'il fait, commence à agir différemment. Sans le roi mort, sans le chaos, il est moins utile à toutes les factions. Son influence diminue. Mais Littlefinger n'est pas du genre à se laisser décourager par une baisse d'influence. Au contraire, cela le stimule. Il s'en va, en silence, vers la lune et les montagnes. Et c'est sans doute ce qui est le plus inquiétant. Faisons un bond en avant. 1 an, 2 ans. Robert a épousé Margaery Tyrell. Un mariage ivre, tumultueux et, à la surprise générale, étonnamment fécond. Margaery comprend Robert mieux que Cersei, car elle n'a pas peur de lui et ne le déteste pas. Elle le traite simplement comme un très gros ours très affamé. Elle le nourrit, ne le contrarie pas et lui laisse la porte ouverte. Robert a un héritier, un garçon. Il l'a appelé Eddard, au grand soulagement de Ned. « Je le ferai pour toi, Ned, juste pour toi. » Stannis revient à Dragonstone. Il a accepté le fait que Margaery donnerait un héritier légitime à Robert. Il l'a accepté avec la même froideur et la même rigueur avec lesquelles il acceptait tout le reste dans la vie. La loi, c'est la loi. Mais il n'est pas satisfait. Stannis n'est jamais satisfait. Tywin est vivant. Joffrey se trouve quelque part à Essos. Cersei se trouve quelque part à Essos. Jaime aussi. Daenerys Targaryen réveille ses dragons. Et c'est là que tout ce qui semblait stable commence à se fissurer. Daenerys se dirige vers Westeros, quelle que soit la version de l'histoire. C'est inéluctable. Khal Drogo meurt dans toutes les versions car c'est l'histoire de Daenerys elle-même et non celle de Robert. La sorcière sanglante, la blessure, l'incapacité à accepter la perte, c'est ainsi. Les dragons s'éveillent, elle s'en va. La différence réside dans la personne qui l'attend de l'autre côté. Dans l'univers de la série, elle a été confrontée à une guerre civile, à un vide du pouvoir, à une Cersei dépourvue de légitimité et à Tywin jouant le rôle de dirigeant de l'ombre. Westeros était épuisé, divisé, en sang. Daenerys se dirigeait vers un monde en ruine et espérait être celle qui le reconstruirait. Dans notre version, c'est un Robert Baratheon bien vivant qui l'accueille.
Avec une armée, une flotte, Ned et Stannis à ses côtés, et les Tyrell de son côté depuis son mariage avec Margaery. Avec une haine envers les Targaryens qui n'a pas flébi d'un iota en 15 ans. La première réaction de Robert lorsqu'on lui signale l'approche d'une flotte accompagnée de dragons. Des flèches. Ned le regarde. Robert, elle a 3 dragons. Silence. De grosses flèches. Ce n'est pas une blague, c'est un homme qui a passé toute sa jeunesse à se battre et qui a gagné. Et son instinct premier face à toute menace est de trouver le moyen de frapper le premier. Mais on ne peut pas tuer un dragon en se fiant à son instinct. Pour un dragon, il faut une autre stratégie. Ned propose l'impossible. Il va voir Daenerys en personne. Il lui dit la vérité sur Jon, sur l'identité de son père, sur le fait qu'elle n'élimine pas les ennemis des Targaryens, mais des gens qui pourraient devenir ses alliés face à une menace contre laquelle même 3 dragons pourraient s'avérer insuffisants. C'est une scène que Martin n'a pas écrite, une scène que nous n'avons pas vue. Mais si on se l'imagine, voici ce qui se passe. Daenerys écoute, parce qu'il s'agit de son frère, du dernier Targaryen à part elle, de la fin de la lignée. Elle a traversé le feu, elle a perdu Drogo, elle a perdu un fils qu'elle n'a pas eu le temps de voir. Elle ne veut pas entendre parler d'une nouvelle perte. Mais les paroles de Ned ne sonnent pas comme une perte, elles sonnent comme une opportunité. Jon se trouve quelque part sur le mur, il ne sait pas qui il est. Ned ne lui a toujours pas révélé la vérité. C'est trop dangereux tant que Robert est en vie. Robert hurle depuis la rive. Stannis contrôle la flotte. Les Tyrell regardent le ciel. C'est alors qu'une nouvelle nous parvient du nord. Le mur est tombé. Pas demain, pas dans un an, c'est fini. L'armée des morts se dirige vers le sud. Tout le reste, le trône, les héritiers, les tribunaux, les Lannister en exil, Rhaenys et ses manigances, perd immédiatement toute importance. Car, quelle que soit la version de ce monde, la longue nuit finit toujours par arriver. Martin l'a écrit dès les premiers chapitres du premier tome. Ce n'est pas un hasard, c'est une fatalité. C'est là que la question centrale de notre version alternative trouve sa réponse. Ce monde est-il meilleur ou pire que le monde canonique? D'un côté, la guerre des 5 rois n'a pas eu lieu. Des centaines de milliers de personnes n'ont pas péri dans les champs des terres de l'orage. Les noces purpres n'ont pas eu lieu. Hodor n'est pas mort. Oberyn Martell est vivant, car il n'avait aucune raison de se porter champion de Tyrion au procès. Beaucoup sont encore en vie. Ned est vivant, c'est ce qui compte le plus. Ned Stark, qui, dans la version officielle, a été exécuté sur les marches de Baelor, continue dans cette version d'être la voix que Robert entend. La seule voix. Cela change la nature de chaque décision qui s'ensuit. Catelyn n'enlève pas Tyrion. Non pas parce qu'elle est plus bonne, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de catalyseur. Tyrion n'est pas soupçonné d'avoir attaqué Bran, car Joffrey n'est pas sur le trône, et sa paranoïa ne mène nulle part. Tyrion reste tranquillement à Castral Rock auprès de son grand-père. C'est peut-être l'endroit le plus solitaire pour lui, peut-être aussi le plus sûr. D'un autre côté, Tywin est bien vivant et sait attendre. Attendre des décennies s'il le faut. Baelish est aux 4 vents et aux montagnes et personne ne sait ce qu'il prépare. Rhaenys attend quelque chose à Storm's End. Robert n'a toujours pas appris à gouverner et continue de boire. Margaery arrondit les angles, mais elle n'est pas Ned. C'est un monde plus stable, mais pas plus heureux. Et, c'est peut-être le plus inquiétant, c'est un monde où personne n'a été purifié par la guerre. Personne n'est devenu ce qu'il est devenu à travers la perte. Sansa n'a pas survécu à Harrenhal. Arya n'est pas devenue elle-même à travers la mort. Tyrion n'a pas survécu à Blackwater. Ils sont tous en vie, mais ils sont différents, moins préparés. Et voilà sans doute ce que Martin avait en tête lorsqu'il a écrit cela précisément ainsi et non autrement. Robert était à l'agonie et voyait qu'il quittait un monde corrompu. Il a demandé à Ned d'aider Joffrey à devenir meilleur. Il a demandé qu'on empêche le meurtre d'une jeune femme enceinte. Il a dit que Ned était le seul à lui avoir dit non.
C'est un homme qui, sur son lit de mort, a soudain compris tout ce qu'il aurait dû comprendre 20 ans plus tôt. Et c'est précisément cette prise de conscience instantanée, mais trop tardive, qui a fait de sa mort un événement historique. Si Robert avait été vivant et avait écouté Ned, il aurait peut-être été un souverain un peu meilleur. Mais à Westeros, un peu ne suffit pas pour échapper ni à Tywin, ni aux autres, ni à soi-même. Martin n'a pas écrit sur la mort de Robert, il a écrit sur la raison pour laquelle un mauvais souverain ne s'améliore pas simplement parce qu'un seul conseil a survécu. Il ne s'améliore que lorsqu'il le souhaite lui-même. Or, Robert ne le souhaitait pas. Il ne voulait que la chasse, les festins et les batailles. Il maudissait la couronne à haute voix dès qu'il en avait l'occasion. Robert aurait pu survivre. Ned aurait pu s'en sortir. Cersei aurait pu être décapitée la première ou partir en exil, ce qui aurait peut-être été pire pour tout le monde, car une Cersei en exil avec son grand-père et ses enfants représente une menace tout à fait différente. Tywin, qui a entre les mains ses petits-fils illégitimes, dont le nom est toujours Baratheon, c'est un long jeu dont l'issue est imprévisible. Mais voici ce qui ne changerait en rien, quelle que soit la version de ce monde. Le trône de fer finirait quand même par fondre. Les autres descendraient quand même du nord. Daenerys perdrait quand même tout ce qu'elle aimait avant d'obtenir ce qu'elle voulait. Ce ne sont pas des détails de l'intrigue, c'est quelque chose de plus profond concernant l'univers que Martin a construit pendant 25 ans. Martin a déclaré dans une interview qu'il s'intéressait à la question de savoir ce que coûte le pouvoir à ceux qui l'obtiennent. Pas en termes d'effort, mais en termes de coût. Que perd-on quand on devient roi? Que reste-t-il de l'être humain? Robert s'est perdu pendant qu'il occupait le trône qu'il maudissait à haute voix. Daenerys s'est perdue quand elle a obtenu ce vers quoi elle tendait. Aerys le sanglant s'était perdu bien avant cela. En ce sens, le trône de fer agit comme une malédiction. Pas une malédiction magique, une malédiction psychologique. Il donne à celui qui s'y assied exactement ce qu'il déteste le plus en lui-même. Robert détestait l'oisiveté et les responsabilités. Le trône lui a offert 15 années de cela. Daenerys détestait les tyrans. Le trône a fait d'elle une tyranne. Bran a peut-être survécu précisément parce qu'il n'avait rien à perdre. Il n'était déjà plus lui-même bien avant de monter sur le trône. Martin n'a pas choisi la mort de Robert parce que c'était la seule issue logique. Il l'a choisie parce qu'elle était la plus juste. Robert est mort des coups d'un sanglier après une partie de chasse arrosée, tout comme il vivait, trop bruyamment, trop irréfléchi, faisant confiance à des gens à qui il ne fallait pas faire confiance. Ce n'est pas de l'injustice, c'est un portrait. Et c'est précisément pour cette raison que notre version alternative, aussi bien qu'elle puisse commencer, finit toujours de la même manière, car Robert, quelle que soit la version, reste Robert. Il avait déjà fait son choix avant même la chasse, le sanglier n'a fait que sceller le sort. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces deux Robert Westeros vous préféreriez, Robert vivant avec son règne chaotique ou Robert mort qui a déclenché la guerre qui a finalement conduit Bran sur le trône. Et abonnez-vous car il reste encore beaucoup de choix à faire que nous n'avons pas encore abordés.